Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous retrouvons ce soir Jean-Pierre Girard dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous avons passé un long moment avec lui hier soir. Jean-Pierre Girard, bonsoir. Bonsoir Louis. Merci de nous retrouver à nouveau. Alors, replaçons-nous dans le contexte pour continuer la conversation que nous avions arrêtée hier soir. Et je vais vous demander de nous parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque le phénomène de psychokinèse, durant toutes ces multiples expériences menées en laboratoire, se produit. Hier soir, vous nous avez parlé de la tachycardie qui montait très très fort, vos pulsations cardiaques qui montent très vite et qui redescendent tout aussi vite. Et quel est le processus? C'est-à-dire, vous vous installez, vous vous asseyez, et à partir de là, comment vous réussissez à vous conditionner pour que ça marche? Bien, il faut arriver j'y ai fait allusion déjà, il faut se mettre dans un état de désir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut oublier, il y a des caméras, de laboratoire, bien sûr, hein, à chaque fois qu'elles sont présentes. Il faut oublier, il y a un illusionniste contrôleur. Il faut oublier qu'il y a des observateurs qui sont, pour certains, relativement favorables parce qu'ils ont déjà vu expérimenter. D'autres sont là en observateur pour la première fois, mais assez critiques. Donc, il faut oublier tout ça et se trouver simplement dans le désir de l'expérience et se mettre dans l'état mental adapté. Quand j'entends état mental adapté, justement, c'est par divers artifices qui seraient un petit peu long d'expliquer, mais par exemple, c'est modifier, mais ça c'est connu dans d'autres techniques, notamment dans le yoga, c'est modifier légèrement son rythme respiratoire, de façon, dès l'instant où on a une modification du rythme respiratoire, nous avons une légère euphorie qui nous gagne et qui permet là aussi de s'abstraire un petit peu de se mettre dans un cocon, quoi, vraiment, réussir. Voilà, mais tout en gardant une relation avec l'extérieur qui est là. Les gens qui m'observent et qui me connaissent bien savent que je suis dans cet état, un fameux état décalé. Ça se voit, les yeux sont un peu différents, je parle un petit peu par automatisme, voilà. Donc ça c'est un peu... Et j'explique en fait que je fais... travailler donc à travers d'abord le néocortex, donc le cerveau résonant, notre nouveau cerveau qui est apparu après le cerveau archaïque. Et je fais d'abord travailler ce cerveau en disant, bon voilà, cette expérience, je vais la réaliser, et si je veux la réaliser, au fond, si je désire la réaliser, voilà un petit peu au cœur de la matière ce que je dois faire, aussi, ou là, etc. Ça c'est le côté pseudo, j'allais dire, rationnel, parce que c'est pas forcément une réalité physique. Bon. Donc, j'ai coopté déjà au niveau du cerveau pensant, raisonnant. Ensuite, je vais m'adresser au système limbique, au cerveau qui est plus ancien, lui, qui a quelques millions d'années de rab par rapport à l'autre. Voilà, c'est le système de l'inné, l'instinctif, le système de la survie, etc. Et là, celui-là, il va me dire, alors, on parle de cerveau gauche, de cerveau droit, enfin, tout ça, c'est une alchimie qui est ensemble, quoi, qu'il n'y a pas de dichotomie réelle, en fait, hein. Et c'est une cohérence qui existe entre les divers étages, les divers cerveaux. Et à ce moment-là, je suis dans un état, effectivement, où une intuition, une sensibilité, une certitude de pouvoir faire le phénomène, toujours pareil, dans un désir tout à fait simple. Et là, le phénomène, s'il n'y a pas un artifice qui vient de se produire entre-temps ou quelque chose, ou un dérangement, attendez, on vous remet le micro là parce qu'il est mal placé, bon, boum, faut tout recommencer à zéro. Voilà, mais oui, ce sont des détails, quoi. Parce que je suis dans ma bulle, l'image est bien, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit. Et alors là, je peux laisser un désir, je dis pas volonté, hein, c'est limite, mais un désir s'exprimer, et je pénètre à ce moment-là soit au cœur de la matière, soit au cœur du vivant, etc. Et là, je sens qu'il y a une cohérence qui va s'établir, une communication, un biofeedback, un aller-retour entre l'objet et moi. Alors, les phénomènes physiologiques, les états, machin, truc, la tachycardie, non, elle n'est pas toujours présente. Quand elle y a été, c'était bien, parce que sur le plan neurophysiologique, c'est pas normal, disons, elle n'est pas toujours présente. Les ondes alpha, oui, toujours présentes. Donc là, à ce moment-là, je suis dans des conditions optimum pour réaliser le phénomène. Et avant que le phénomène se produise, j'ai la visualisation, la réalisation du phénomène. Dans la plupart des cas, pas toujours. Vous le savez quand ça va se produire, vous le sentez et vous l'annoncez. Et je l'annonce, oui. Je l'annonce. Et alors,
Vous avez travaillé, on a parlé hier soir de tout ce qui était torsion de barres de métal, de points de fusion, d'adoucissement d'une partie d'une plaque d'alliage, de durcissement à l'inverse, ces choses absolument extraordinaires que même la science métallurgique ne sait pas réaliser encore pour le moment, ce changement de structure. On vous nous l'avez dit, invité à travailler sur le vivant, c'est-à-dire... Lors d'une expérience au Centre technique de l'aluminium, nous avions plusieurs observateurs et puis un observateur d'ailleurs qui m'a fait l'immense honneur de postfacer mon encyclopédie du paranormal, c'est le physicien récemment disparu à l'âge de 96 ans, Olivier Costade-Bourgard. Grand physicien. Grand physicien qui était à l'initiative quand même du protocole expérimental à Orsay. Avec Alain Aspect, c'est lui qui est à l'origine de cette suggestion d'expérience pour prouver la non-séparabilité des particules, qu'on appelle le paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen. Mais je passe là, je voudrais pas endormir nos auditeurs. Et donc, un grand monsieur est là qui était présent et qui, pour lui, dans ses théories en physique, le phénomène de psychocinèse n'est pas du tout à écarter, bien au contraire. C'est pour ça un peu qu'on l'a considéré comme un physicien fantaisiste, ce qui est complètement faux. Ce qui est une insulte. Enfin, c'est une insulte. Costade-Bourgard, c'est une insulte, c'est évident. Et malheureusement, on reconnaîtra beaucoup de choses. Et je lui aurai un hommage, qu'un physicien peut peut-être comprendre parce qu'il est assez pointu, mais je lui aurai un hommage appuyé dans mon encyclopédie. Je tenais à le faire. Je l'ai fait de son vivant, mais un hommage pour l'homme que c'était. Et je ne regrette pas de l'avoir fait, puisque 2 ans après, il nous quittait. Alors... Donc, au Stade Bourgard, entre une pause où j'avais fait quelques superbes pliages ou je ne sais quoi encore dans la matière, me dit j'ai ma cousine qui est là, écoutez, qui assistait, une femme de lettres, qui n'était pas vraiment versée dans la physique. Écoutez, elle souffre affreusement d'un œdème du poignet. Alors oui, je regarde effectivement, elle avait le poignet. C'était ce qu'on appelle la maladie de Bouillot, par streptocoque hémolytique A qu'on contracte et qui vous donne donc des rhumatismes articulaires aigus ou des atteintes valvulaires cardiaques. Donc ça c'est malheureusement connu et souvent ça succède à une angine. D'accord. Excuse, là je fais un peu de médecine, mais il faut expliquer que c'était un œdème secondaire qu'on appelle, secondaire à une voilà. Et vraiment elle avait un bandage autour de le poignet qui était vraiment enflé et donc je lui demande de défaire son mais je l'ai fait de façon intuitive, là aussi sans calcul. Alors c'est vrai que depuis longtemps me germait cette idée de voir au fond si je pouvais pas ces barreaux métalliques c'était bien tout ça, mais si je pouvais pas au fond peut-être aider mes contemporains dans la souffrance, faisant être guérisseur, en quelque sorte, vraiment. Mais d'autant que j'avais des connaissances médico-scientifiques quand même assez pointues. J'ai quand même déposé des produits médicamenteux quand même. Donc c'est connu, je veux dire. Vous êtes en train de nous dire que vous pouvez, donc vous avez la connaissance et le savoir pour bien vous fabriquer cette image dont vous avez besoin pour agir justement. Oui, alors je reconnais qu'entre-temps, j'ai croisé des guérisseurs merveilleux, fantastiques, qui vont placer le foie dans les talons de chaussures. Mais ça, c'est une image que je fais, mais qui sont merveilleuses d'efficacité. Là, on s'en fiche encore une fois. Et je vous raconterai l'anecdote, sinon vous me la rappellerez, sur un plateau de télévision avec le président de l'ordre des médecins. Et alors là, donc je vois cette œdème, puis elle souffrait bien sûr, et je pose la main à distance de l'œdème. Et alors on voit une chose absolument extraordinaire que j'ai jamais refaite depuis, je dois le confesser. Alors j'étais sans doute fatigué, et la fatigue aide aussi à ces phénomènes. D'accord, à se libérer, c'est ça ? Oui, à se libérer parce qu'on a on a un relâchement qui fait que les états de conscience sont moins vigilants. Et là, je mets la main un petit peu dessus et on voit chose étonnante. Après quelques minutes, on le voit visiblement, l'œdème qui se réduit visiblement à vue. C'est impossible. En médecine, vous pouvez prendre n'importe quel anti-œdémateux ou anti-inflammatoire, vous n'aurez jamais cette action si rapide. Et là, tout le monde est sidéré. Et alors, tout le monde est sidéré complètement. Et là, moi, je suis un peu bouleversé aussi. Alors, c'est une traînée de poudre. Parce qu'un scientifique avait sa grand-mère, machin truc, donc voilà, et c'était une traînée de poudre. D'accord. Alors, j'habitais rue Poincaré et j'étais au 6e étage à Paris. Ouais. Et là,
du samedi au dimanche, très rapidement, hein, et ça, les témoins peuvent le confirmer, c'était complètement bluffant. Du rez-de-chaussée au 6e, les gens attendaient. Voilà, et je recevais comme ça jusqu'à minuit, 1h du matin, et le dimanche, pareil. Et là, vraiment, alors je prenais pas de rémunération, bien sûr, puisque j'avais un salaire confortable de dirigeant avec voiture et chauffeur, donc j'avais pas à prendre Alors, mais comment vous expliquez votre action cette fois-ci sur le vivant, parce que là c'est pas du tout pareil. Là c'est le rapport est complètement différent. Alors cette action sur le vivant, en fait, je vais vous en donner une explication quand je vais vous raconter l'anecdote à la télévision. Voilà, je crois qu'il faut qu'on soit très très modeste, ceux qui pensent, qui sont à 100% initiateurs de la guérison de quelqu'un. Je pense que c'est pas du tout exact. Alors, voilà, bref, les gens défilent, etc. Et des gens je suis appelé chez certaines personnes, d'ailleurs, publiques, et politiques. Voilà. Et puis, quelque temps après, je fais une émission de télévision où le président de l'ordre des médecins, Lorta Jacob à l'époque, était présent. Ouais. On m'interroge, on me dit, mais Jean-Pierre, est-ce que vous n'avez pas été tenté quand même de toujours travailler sur les objets, l'évitation, les placements d'objets, etc., de travailler sur la guérison pour aider vos contemporains? J'ai écouté, parce qu'on a appris, quand même, c'est notre métier, nous avons appris quand même que vous avez remarché notamment des gens qui étaient condamnés par l'Académie de médecine, quand même, voilà, ce qui est le cas vraiment pour quelques personnes, qui étaient complètement tétraplégiques, pour certaines suite à des AVC, enfin des accidents vasculaires cérébraux, d'autres accidents, voilà, trauma. Bon, j'ai écouté. Il faudrait être clair dans cette affaire. Je crois qu'une bonne fois pour toutes, il faudrait étudier les magnétiseurs, les guérisseurs, avec la même rigueur que nous étudions quand nous mettons une molécule nouvelle en expérimentation à l'hôpital. Nous faisons des tests en double aveugle, etc., les lots témoins, etc. Et puis placebo, etc. Bon. J'ai parce qu'au fond, moi je ne sais pas si c'est moi vraiment qui ai soulagé complètement mes contemporains. Ce que je pense qu'à un moment donné, il y a le charisme, il y a le fait que, à l'époque, je faisais beaucoup d'émissions de télévision, j'étais régulièrement dans Paris Match, dans des revues quand même, à grand tirage, on dirait. Et voilà, donc la personne qui vient déjà, comme quand on va chez le chirurgien dentiste ou dans la salle d'attente, la douleur disparaît. Et on n'a plus mal aux dents. Parce qu'on n'a pas envie, voilà. Puis on va pour ressortir de la salle d'attente et de nouveau la douleur se fait sentir. Donc je pense que, mais je dis attendez, soyons conscients que le vecteur que représente le guérisseur à ce moment-là, il est important puisqu'il soulage ses contemporains, voire les guérir. Faisons une étude rationnelle dans un service hospitalier, prenons des pathologies où l'aspect psychosomatique est le moins présent possible, parce qu'il est toujours présent, même en en traumatologie. Donc prenons, voilà, et puis faisons, alors le président qui était à gauche, qui n'était pas un comique troupier, j'ai écouté monsieur, puisqu'on dit monsieur, un professeur, j'ai dit oui, monsieur, moi je connais des guérisseurs qui sont prêts à se faire tester bénévolement, et si vous ne trouvez personne, je suis votre obligé. Voilà. Parce que je suis de ceux qui pensent que l'effet placebo dans cette affaire est très important. Et mais alors donc vous êtes en train de dire que votre talent de guérisseur, en fait, ce n'est pas vous qui guérissez, c'est la personne qui s'auto-guérit en quelque sorte. Mais les stages que je donne, où il y a une partie consacrée, bien sûr, au phénomène psy, mais c'est pas la plus importante, où des sujets, les personnes présentes font des petits phénomènes, s'amusent beaucoup, font la télépathie, font la communication. C'est vraiment une partie de fou rire, et c'est vraiment un géniteur des phénomènes. Et il y a une partie qui est consacrée aux phénomènes dont on parlera tout à l'heure, des phénomènes dits de l'au-delà, et puis une partie importante, puisqu'il y a une journée qui est consacrée à ce qu'on appelle l'auto-guérison et les guérisons spontanées. Et alors, attention, je ne dis pas que le guérisseur n'a pas un rôle même minime au-delà de l'effet placebo, du charisme et tout, etc. Il a un effet qui est plus ou moins mesurable, et c'est ça que j'aimerais qu'on mesure. Mais
Moi, il se trouve que mes connaissances médico-scientifiques font que quand une personne vient me voir, j'ai pas de cabinet, mais de temps en temps, j'aide mes contemporains dans la souffrance. Je suis quand même pas un sauvage, parce que j'ai arrêté très rapidement sur Paris. Oui, j'imagine, parce que sinon, ça allait vous déborder très vite. Non, puis même, j'ai pensé que ce que je faisais en psychocinèse, peu de gens le font. Par contre, des guérisseurs qui sont qualifiés, il y en a plein. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc j'ai eu la sagesse, c'était difficile pour moi, mais évidemment quand j'avais une maman au téléphone qui disait mais mon fils, machin, tout ça, j'ai dit oui, mais d'accord, mais n'en faites pas de publicité, puis venez me voir. Voilà. Mais ça a été très difficile pour moi parce que j'avais bien conscience que aider les autres c'est fabuleux, mais j'ai dit si tu veux marquer, pas moi Jean-Pierre Girard, mais marquer l'affirmation du phénomène de psychocinèse, continue tes travaux, continue tes recherches. Donc voilà, et dans les stages, je dis bien aux gens l'importance, et j'ai souvent des thérapeutes à mes stages, il m'est arrivé d'avoir voilà, j'ai eu récemment un neurologue réputé au stage que j'ai fait à Paris en novembre, qui sont présents au stage, mais il y a des gens de toutes conditions, je veux dire intellectuels qui sont là. Et je leur ai dit attendez, et je leur démontre pourquoi c'est eux qui sont les géniteurs essentiels de leur guérison, et que ils peuvent, parce que si c'est des thérapeutes, ils peuvent favoriser cet état-là, en impliquant le patient, etc., etc. Mais si on pousse votre démarche d'ailleurs, une démarche pour les personnes qui apprennent, malheureusement, qui ont une infection redoutable, dont ils sont malheureusement la confirmation par la biologie, par tout cela. Et j'explique au fond quels sont le processus qui va leur permettre de mettre toutes les chances pour s'en sortir. Mais avec l'aide, j'écarte pas du tout la médecine allopathique, ni la médecine. Voilà, attention. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Bien dit. Alors, suite à cette émission de télévision qui a fait grand bruit dans Landerneau, le conseil d'administration de mon laboratoire se réunit et évidemment, je suis comme dirigeant, je suis un siège éjectable et j'ai été éjecté évidemment parce que j'avais osé parler de la guérison, moi dirigeant d'un laboratoire allopathique. Voilà. Et c'est pas grave, j'avais 2 brevets en poche de molécules qui m'ont permis de retrouver assez rapidement un poste. Voilà pour l'anecdote. Mais oui, c'est plus qu'une anecdote, vous avez viré quoi. Oui, viré, oui, mais c'était cool là aussi. Le mot cool, je vous dis, aujourd'hui, et ce soir, j'en fais mon nœud papillon, pas mon nœud papillon, puisque je porte des nœuds papillons. Maintenant, je les ai un peu abandonnés d'ailleurs. Mais voilà. Mais Jean-Pierre Girard, si je pousse votre raisonnement jusqu'au bout, pour clore ce dossier concernant la guérison ou l'auto-guérison, les miracles constatés à ce moment-là seraient une sorte d'auto-guérison, et le guérisseur serait la foi qu'a une personne en un Dieu, en un être suprême? Il a quand même un rôle, parce que il a un rôle, ce guérisseur, ne serait-ce que l'attitude mentale dans laquelle va se trouver finalement le consultant. Et c'est quand même lui qui en a l'origine, par les paroles qu'il va le dire, par les gestes même, qui fait la gestuelle que va faire. Et puis il a une action quand même, le guérisseur. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on mesure cette action. Mais l'acteur essentiel de la guérison, et ça, toutes les personnes qui sortaient des stages, vraiment, je peux vous dire, j'ai des mails, moi après c'est formidable, je garde une éthique, mais dans certains cas je peux les montrer, c'est absolument extraordinaire. Et quand on comprend véritablement, de façon intime, qu'on a une capacité extraordinaire, alors je sais que ça va être un lieu commun, oui il est sympa Jean-Pierre, il nous dit que l'autoguérison, machin, tout ça c'est un lieu commun que nous avons. Non, c'est pas un lieu commun, moi je donne le cheminement qui est simple en fait. J'ai horreur des choses complexes. Peut-être parce que je suis autodidacte, mais j'ai horreur des choses complexes. Et j'explique simplement, j'ai des diaporamas où on voit avec des exemples simples pourquoi nous sommes les géniteurs. Et quand les gens ont compris, ça s'inscrit dans leur inconscient. Qui dit leur inconscient ensuite? Quand la pathologie sera là, le système limbique va faire son travail. Pourquoi? Je parle toujours de ce système limbique, parce que c'est lui qui a le secret. Mais il faut que ça soit coopté d'abord par le cerveau raisonnant, le cerveau logique, le cerveau cartésien, si je puis dire. Et après, on a la cohérence entre les 2 cerveaux. Vous prenez un animal qu'on appelle mammifères inférieurs. C'est pas encore prouvé, à mon avis, mais enfin bon, les mammifères dits inférieurs. Enfin, ça dépend des hommes et ça dépend des mammifères. Tout à fait. Je vous rejoins tout à fait. Bon. Si vous avez votre chien, pardon, on va prendre un animal domestique, votre chien, que vous le nourrissez normalement,
que vous lui faites un traitement tout à fait normal comme un maître peut faire à son chien. Cet animal va mourir de sa belle mort. Mais il subit comme vous la pollution, il subit comme vous les ingrédients qu'on met dans son alimentation animale, puisque nous la met bien à nous, on voit pas pourquoi nous dispenserait des Surtout, conservateurs, machin, des trucs, et voilà. Donc, eh bien, cet animal gère, il gère. Et s'il est dans des conditions, je dirais, dans les mêmes conditions que vous, sans traumatisme supplémentaire, il va mourir de sa belle mort. Pourquoi? Parce que c'est son système limbique qui est toujours là, qui régule. N'oublions pas que c'est le système de survie. De survie, c'est le système des affects, c'est le système de tout, de la rétention mnésique, bien sûr, avec l'hippocampe, mais c'est surtout ce système qui règle par l'axe hypothalamo-hypophysaire les hormones et tout, etc. Donc, c'est vraiment un système vital, intuitif, archaïque. Et c'est celui-là qui fait le boulot. Et c'est celui-là qui va être sollicité à un moment donné. Et nous prenons dans des pathologies, j'en discutais récemment avec un neurologue, dans des pathologies comme les pathologies d'Alzheimer, etc., qui sont des maladies dégénératives, de la gaine de myéline, etc. Enfin, je vais pas faire Non, parce que là, on va finir par rien comprendre. Non, mais attendez, on va comprendre. On va comprendre. Ces personnes, et là, c'est une maladie, une affection dramatique, la maladie d'Alzheimer. Dramatique. Ouais. Au fil de l'évolution de leur maladie, les pathologies qu'ils avaient avant disparaissent progressivement. Pourquoi? Parce que le cerveau, malheureusement, le cerveau pensant, le néocortex, lui, ne remplit plus sa fonction. Donc il n'y a plus d'auto-observation, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de là, il n'y a plus de... Et le système, lui, de survie, il fait que nous assistons à des gens qui ont cette pathologie encore gravissime. C'est pas un cas général, mais c'est un cas majoritaire, où ces gens-là vivent très âgés, et où voient leur affection disparaître. Vous voyez, c'est avec des exemples comme ça que je cite qu'on peut mieux comprendre pourquoi à un moment donné, il faut faire référence au plus profond de nous, au plus archaïque qu'on dirait de nous-mêmes. Mais dites-moi, Jean-Pierre Gérard, pour clore ce dossier de vos travaux sur le vivant et parler ensuite pour la conclusion de cette émission de transcommunication instrumentale, avez-vous tenté de modifier quelque chose en quelqu'un? Ah ben oui, bien sûr. Non mais oui, bien sûr, dit-il. J'ai mis un troisième œil, par exemple. Oui. Mais justement, il y a une personne là qui est parmi celles qui ont remarché après être complètement handicapée. Et là, pareil, on va prendre l'exemple quand même. Je suis appelé au chevet là, pas en consultation, mais au chevet d'une personne publique, donc je ne voudrais pas citer le nom, qui avait eu un accident vasculaire cérébral, alors complètement, mais vraiment gravissime, puisque il ne pouvait plus parler, ou très peu. Enfin, c'était vraiment des borborigmes. Et puis, il était immobilisé, quoi. Il était alité et tout. Et donc, je lui parle et je lui dis, comme je dis toujours aux personnes que je reçois, je dis, écoute, j'écoute, moi je tutoie. On est tous dans la maladie, on est des enfants devant la maladie. Je dis, écoute, on va guérir. On va guérir. Je m'entends. Toi, tu vas être l'acteur principal. Alors, il opine comme ça, mais il était un peu surpris avec la tête. J'écoute. Tu vas imaginer. Tu sais ce que tu as. Tu sais ce que tu as, l'affection. Tu as toute une zone là où tu as qui n'est plus du tout fonctionnelle parce que voilà, tu as eu un capillaire, etc. Bon, bref. Qu'est-ce que tu verrais toi pour te libérer un peu de cela? Et j'arrive à comprendre qu'il me prend l'exemple d'un filet de pêcheur dont les mailles se seraient resserrées et qui va essayer de desserrer les mailles du filet. J'ai trouvé ça étonnant, mais merveilleusement étonnant. C'est-à-dire que vous lui demandez de vous transmettre son imaginaire à lui pour que vous puissiez vous mettre en connexion avec lui. Imaginaire sur lequel lui, à travers le travail qu'il savait que je faisais, il était appuyé par son propre imaginaire. Donc je l'avais impliqué dans le processus. D'accord. Toujours impliqué dans le processus de guérison, la personne. Sinon, vous avez des réussites temporaires, mais non permanentes en guérison. Vous savez, ça fait quand même des années, pas que je reçois plus en cabinet, enfin bref, je voudrais pas non plus,
mais bon, c'est pas relation vraiment, mais disons que c'est pas dans mes activités principales, mais j'ai toujours une vingtaine de dossiers en permanence à peu près à essayer de solutionner, mais pas plus. Je n'ouvre pas ma vocation, c'est pas d'ouvrir un cabinet. Mais dans les stages que je fais, des fois, il y a des personnes qui sont présentes, qui ont une pathologie, et puis d'autres qui me disent, écoutez, vous ne pourriez pas aider ma maman, etc. Donc, je ne suis même pas un sauvage non plus, il ne faut pas exagérer. Hein. Et donc, alors, cette personne, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une protéolyse, en fait. Nous avons, en fait, toutes ces protéines accumulées qui faisaient une zone, qui faisait pression, donc, sur la circonvolution, sur la zone cérébrale en question. Eh bien, ça s'est libéré un petit peu comme si on donnait de l'aspirine, enfin du cardégique ou autre, quoi, pour essayer de fluidifier, quoi. Sur une image, hein, une image. Parce que je voudrais pas m'embarquer dans des termes. Non. Voilà. Et au fond, alors j'ai quitté cette personne dans la nuit. Il commençait à avoir une mobilité d'un membre. Légère, mais légère. Donc, on savait que nous avions gagné. Et son épouse disait, on voulait vous appeler dans la nuit tellement on était content, on a respecté votre sommeil et tout. Et donc, j'ai refait 3 séances. Et 2 mois après, il nageait dans sa propriété à Auribeau-sur-Siagne, puisqu'il avait une propriété secondaire. Voilà. C'est complètement fou, quoi. Ça, c'est un petit peu comme la barre là que j'ai fait fondre, si je puis dire. Ça fait partie de vraiment de très belles choses. Votre intervention, enfin, vous voyez, votre pourcentage dans cette guérison, sur cette action, là, vous avez vraiment travaillé comme sur une barre de métal en quelque sorte. Le processus était le même, quoi. Très important. Mais j'ai fait des expériences à l'hôpital Rothschild, effectivement, sur des syndromes comme ça, un petit peu de zones qui étaient ischémiées. Hein. Et alors, on m'a juré pique-pendre qu'on publierait. Ça n'a jamais été publié parce que, effectivement, vous savez, le corps médical est très prudent en France. J'ai fait des expériences aussi, in vitro, qui sont intéressantes. Hein, de communication de pathologies à distance, parce qu'on peut aussi créer des pathologies, hein, comme on peut soigner, mais on peut créer des pathologies. Et là, in vitro, on peut pas parler c'est dans une éprouvette de verre pour nos amis auditeurs qui sachent. Par exemple, créer un désordre dans le tissu qu'on a isolé dans cette, on dirait une boîte un petit peu, un couvercle de boîte de conserve, hein, en quelque sorte, hein, c'est ce qu'on appelle une boîte de pétri. Et dans un milieu approprié, donc on met un tissu, et ce tissu, le sujet par exemple, moi en l'occurrence, je vais lui introduire on va dire une psychocinèse, c'est-à-dire un désordre dans sa physiologie, dans ses échanges intracellulaires, etc. Et à travers cette même culture que nous avons divisée en deux, donc qui était saine au départ, que nous avons mis à une distance X, nous l'avons fait jusqu'à 13 km de distance, eh bien nous avons le même désordre physiopathologique qui va être introduit dans la culture à distance. Autrement dit, on comprend qu'on pourrait introduire des pathologies à distance chez un sujet. Il suffirait par exemple d'avoir au doigt une bague à effraction. C'est quoi une bague à effraction? Oui, je vais vous dire ça parce que c'est les travaux que j'ai faits à Novosibirsk, dans le laboratoire de Kashnatchev, et sur des transmissions cellulaires mitogéniques. Et là, on avait... alors, là, je suis obligé, je vais être court quand même. Et les expériences, on a essayé de faire travailler les sujets psy, donc pour introduire, comme je vous le disais, des pathologies à distance, ce qui marche très bien. C'est-à-dire, vous pouviez rendre malade quelqu'un à distance? Disons que nous avions la preuve in vitro. D'accord, ok. Mais alors, dans l'expérience in vivo, il suffisait simplement... Parce que nos amis russes, à l'époque c'était l'Union soviétique, hein, même, je vous le rappelle, mais nos amis russes, eux, étaient quand même très, comment dirais-je, la parapsie pour eux, c'était pas Nina Kulagina qu'on montrait aux Occidentaux, qui déplaçaient les olives, ils n'avaient rien à faire de ça. Eux, c'était toujours un problème de pouvoir, d'influencer à distance, d'avoir un pouvoir sur les autres. Voilà, et toutes les expériences qui étaient menées étaient dans ce sens. Donc, on avait imaginé, mais moi, j'ai quitté pour diverses raisons, à ce moment-là, mes fonctions d'agent rémunéré, on va dire, mais je sais que les préparations d'expériences qui étaient faites, c'était de faire, par exemple, dans une ambassade, vous avez quelqu'un qui est muni d'une bague, et puis dans une bague, il y a comme un petit cutter, dans la partie pas visible de la bague, hein, c'est un petit cutter incurvé,
avec une petite couche limite de xylocaïne, un antalgique local, dont on se sert parfois. Et je ne vais pas vous décrire complètement la bague, mais enfin bon, parce qu'il y en a qui ça peut donner des idées un peu délétères. Donc, quand vous serrez la main de quelqu'un, que vous retirez la main, vous faites une effraction d'une partie de tissu, une toute petite partie de tissu, qu'ensuite vous pouvez mettre en culture, et vous imaginez la suite à travers ce que je vous ai dit précédemment. Ok. Et ça, c'était des travaux qui étaient en cours dans les derniers temps où j'étais présent dans ce labo. Voilà. Intéressant. Ah oui, c'est dramatique. Ah oui, oui, vous le dites. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique. Mais vous savez, c'est toujours le problème de l'homme, et je le mets dans mes ouvrages. Je crois que le problème de l'être humain, c'est cela. La découverte de l'atome, ça a été de la bombe atomique, ça a été vraiment, voilà, l'atome, la maîtrise de l'atome. Ça a été, c'était la fission nucléaire et ça a été la destruction. Alors évidemment, on dirait il y a les centrales nucléaires qui nous fournissent du courant. Il y a tout cela, mais ok. Et puis il y a les thérapies avec des cancers, enfin des néoplasmes, avec la radiothérapie. Bon, si ça a autant de succès, ça se saurait, mais ça c'est un commentaire personnel. Bon. Jean-Pierre Girard, une pause et ensuite la toute dernière ligne droite de cet entretien au long cours que l'on a partagé avec vous depuis hier soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Toute dernière ligne droite de conversation avec Jean-Pierre Girard et dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Jean-Pierre Girard, parlons je passe à un sujet radicalement différent, puisque là malheureusement le temps imparti va arriver à sa fin et je ne voudrais pas vous quitter sans que l'on en parle, de la transcommunication instrumentale, ou plutôt de l'au-delà, parce que vous êtes l'auteur donc de l'encyclopédie du paranormal, on en a parlé, et vous venez de publier aux éditions Trajectoire l'encyclopédie de l'au-delà. Alors, c'est une encyclopédie, donc c'est un travail encyclopédique, donc plus de dictionnaire, mais pas que. Expliquez-nous ça. Alors, je n'aurais jamais imaginé pouvoir, être amené à observer et à travailler sur les phénomènes dits de l'au-delà. Vraiment, c'était pas du tout ma tasse de thé, c'était pas du tout ma démarche. Donc, j'avais assez, si on peut dire, à faire, à essayer d'élaborer des théories en physique quantique, donc sur l'origine des phénomènes, ce que j'ai fait d'ailleurs, des théories qui semblent tenir la route, que partagent d'autres physiciens de mes amis comme Emmanuel Ramsford, que vous connaissez, je crois. Oui, que j'ai reçu d'ailleurs, oui. Voilà, que vous avez reçu, donc nous sommes en pays de connaissance. Donc, voilà. Et un jour, je suis invité à donner une conférence, et j'étais pas le seul intervenant. Il y avait une association qui s'appelle Infinitude, chez lesquelles je donne aussi régulièrement des conférences, qui se proposait de faire une expérience de transcommunication instrumentée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de transcommunication instrumentée? Alors j'apprends qu'il s'agit, dans cette expérience, à l'aide d'un magnétophone, d'essayer de capter les voix de l'au-delà. Alors là, bon, c'était sous une réserve qu'on peut imaginer, parce que paradoxalement, je suis un homme rationnel, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que avant de critiquer, j'étudie. Alors je me suis dit, Jean-Pierre, écoute, tu serais malvenu de critiquer une expérience que tu ne connais pas, d'avoir un a priori, et tu te comporterais comme tes ennemis, entre guillemets, auxquels tu reproches donc de ne pas t'avoir observé ou de ne pas avoir étudié tes phénomènes. Ouais. Donc je suis tout à fait attentif à cette expérience. Mais je trouve ça, je m'excuse, un peu fort de café. Alors, notre expérimentateur, Jacques Blangarin, et Monique, qui l'assistait, Monique Blangarin, donc, demande aux personnes présentes si quelqu'un veut qu'il interroge via le magnétophone donc la voix d'un des chers disparus que cette personne aurait. Ouais. Parce qu'on a eu une jeune femme qui dit moi on voyait qu'elle était encore dans la souffrance du deuil parce que son jeune frère était disparu quelques mois plus tôt dans un accident de moto. Et il y avait vraiment une belle amitié fraternelle qui les unissait, une belle complicité. Et
Vraiment, cette femme était, on voit encore, on peut le comprendre d'ailleurs, tout à fait ému. Évidemment, dans l'assistance, le silence se fait naturellement sans qu'on le demande, vous le comprenez. Là, il n'y a pas de téléphone portable qui sonne. Et donc, notre opérateur commence. Donc, il met sur enregistrement sur son magnétophone et avec son micro externe, il gratte un carton de papier, enfin une espèce de carton qui gratte un peu comme ça, de façon régulière. Alors je trouve ça profondément, bon, je dis ok, c'est bien. Alors je me dis au fond de moi, si ça peut aider les personnes qui sont dans la souffrance du deuil, c'est parfait. C'est parfait. C'est pas mal déjà, parce que ces gens-là apparemment ne sont pas une secte, ne font pas de mal, et ils ont une honnêteté apparente, tout au moins, qui est là. Alors, il laisse la bande un peu, quelques minutes comme ça, stop, il revient en arrière, et alors il met évidemment l'ampli au maximum, et on entend, évidemment, il n'y a pas de bruit, on entend un souffle, puis alors ensuite, au passage où il y a cette espèce de gazouillis, il va mettre le ralentisseur. Le ralentisseur. Certains magnétophones sont équipés de ralentisseurs. Accélérateur, ralentisseur. Oui, ralentisseur. Malheureusement, on ne le trouve plus chez les numériques. Enfin, bref, on verra qu'on peut quand même faire des expériences étonnantes maintenant et beaucoup plus sophistiquées. Il met le ralentisseur et alors là, ils sont extraits de la bande des voix, assez difficiles à entendre, mais des voix dont les mots sont suffisamment significatifs pour que la jeune femme s'écroule pratiquement, mais dans une douleur et dans les larmes complètement, parce que les mots qui ont été extraits de la bande, ça fait une dizaine d'années de cela, donc je me souviens plus des mots parce que j'ai assisté à d'autres expériences depuis, fort nombreuses. Eh bien, ces mots, seul son jeune frère pouvait les dire. Alors ça, je peux vous dire, c'est des expériences qui bouleversent quand même. Bouleversent, parce que sur une bande magnétique. Alors après, j'étais très critique, mais moi, après l'expérience, comme le sont sans doute les scientifiques, quand ils observent les phénomènes, après qu'ils se soient déroulés, ils essayent un peu de faire l'analyse rétrospective. Et là, je me dis, bon, statistiquement, est-ce que le grattage, etc., peut permettre d'introduire des phonèmes, etc., etc. Mais là, il y avait quand même plusieurs mots qui avaient été isolés, certes, qui étaient pas continus. Mais est-ce que c'est le problème que, personnellement, je trouve avec la transcommunication, c'est que à partir d'un moment, à vouloir entendre une voix, on l'entend, ou à vouloir comprendre des mots, on les comprend. Et ça me semble être l'élément essentiel, sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec la transcommunication instrumentale, même si je reconnais avoir entendu parfois, notamment des enregistrements provenant d'un laboratoire italien, qui sont tout à fait étonnantes. Marcello Bacci. Oui, tout à fait. Tout à fait étonnantes. Mais, quand même. Qu'en pensez-vous de cette objection ? Si, parce que les travaux avancent très vite en ce moment. Et c'est vrai que, moi je peux vous dire qu'il y a des expériences à laquelle j'ai assisté, on entend les mots avec une clarté extraordinaire. Nous-mêmes ici, puisque j'ai fondé un institut sous forme d'association, avec le docteur Perrault, ma compagne, et nous faisons nous-mêmes, mais nous ne faisons pas que cela, hélas, mais nous faisons des expériences de TCI, et moi j'ai pas de grattage, j'ai pas de truc comme ça, je me mets sur la fréquence modulée entre deux stations, même pas sur des stations de langue allemande, puisqu'on dit que les phonèmes allemands favorisent et tout. Je ne veux pas, je veux le moins d'artefacts possible. Et nous avons entendu des voix distinctes, comme pardonne-moi, mais avec pratiquement la même netteté dont je vous parle aujourd'hui. Alors, attendez, et actuellement on assiste vraiment à une... D'abord, il y a beaucoup plus de gens qui font de la TCI. Je vais dans des associations, il y a 42 associations actuellement en France qui font de l'accompagnement du deuil. Et dans l'encyclopédie de l'au-delà, je leur rends un hommage appuyé, parce que souvent ils sont pris pour des sectes, ils sont pris pour je ne sais quoi, parce que dès l'instant où il y a le mot médium, il y a le mot communication avec l'au-delà, alors ça y est, ce sont des gens formidables qui aident leurs contemporains dans la souffrance donc du deuil, et qui effectivement, pour que leur association quand même puisse, comme on dit, tourner et vivre, mais même ça apporte au niveau des personnes adhérentes ou non adhérentes qui viennent à ces conférences, ça apporte via les témoignages,
d'autres personnes qui ont vécu soit des NDE, des expériences aux portes de la mort, soit des expériences de TCI qu'ils pratiquent, soit des expériences d'écriture automatique, d'écriture comme guidée par l'esprit désincarné. Bon, et puis dans les conférences que je donne, j'apporte moi l'aspect scientifique, mais facile à digérer, hein, entendons-nous. Hein. Je fais pas un cours de science à travers la physique quantique et pourquoi la conscience est non locale, etc. Et j'explique avec ces diaporamas pourquoi la conscience, donc l'esprit, l'âme, pour certains, nous on associe ça en science évidemment. Pourquoi ce n'est pas, n'étant pas même nature que le corps bioorganique, à la mort de l'individu, elle n'a plus rien à faire dans ce support qu'est le cerveau. Et elle va migrer, ça nous ne sommes pas nous scientifiques à dire, elle va migrer, on ne sait pas où elle migre. Ça, je laisse ça aux croyances de chacun. Et je le démontre à travers un exemple simple, celui de la télévision. Alors j'ai un diaporama où je montre un très superbe écran plasma, téléviseur, donc sur mon écran, enfin voilà, et je dis, quand vous allumez votre téléviseur avec votre télécommande, d'abord vous choisissez votre émission de télévision. D'accord. Il y a un choix. Le téléviseur va obéir à ce choix. Qu'est-ce qu'il va recevoir, le téléviseur? Des ondes hertziennes. Les ondes arrivent, ça les ondes hertziennes. Mais ces ondes, vous les voyez pas, ces ondes. Tout à fait, d'accord. Mais le téléviseur, dans son alchimie complexe, mais bon, bien complexe, la moindre cellule de notre corps, mais dans son alchimie, notre téléviseur, il va vous transformer ce que vous ne voyez pas en images et en son. Vous cassez votre téléviseur, il n'est plus fonctionnel. Ces ondes, ces émissions de télévision, alors je cite, et là évidemment il y a les sourires aux lèvres, je cite, regardez, vous qui regardez à 13h40 les feux de l'amour, eh bien vous ne pouvez plus voir les feux de l'amour. Mais votre voisine peut voir les feux de l'amour sur son téléviseur. Alors tout le monde rit parce que il y a beaucoup de gens qui regardent finalement les feux de l'amour à 13h40 sur TF1. Je vois que monsieur est connaisseur d'ailleurs, entre parenthèses. Hein? Je vois que monsieur est connaisseur, entre parenthèses d'ailleurs, vous connaissez l'horaire. Mais oui, mais volontairement, je suis connaisseur, et ça me fait bien plaisir. Bon, et je dis toujours, une fois j'étais absent, j'étais à l'étranger pendant 4 mois, je suis revenu, j'ai regardé les feux de l'amour et j'ai pu suivre sans difficulté le déroulement. Voilà. C'est vrai, il paraît, oui. Alors, mais j'ajoute toujours, parce que c'est quand même des conférences que je donne, où la mort, quand même la notion de conscience, de mort et tout ça est présente. Eh bien, je vous dire, ces conférences se passent dans vraiment dans un humour qui est là, mais qui n'est pas non plus oppressant, hein, mais vraiment dans une bonne humeur. Et je dis, vous voyez, le cerveau, et là je parle des diaporamas, je dis, le cerveau, il est inondé d'informations. Et cette information est supportée par des particules. Et comme vous avez choisi votre programme de téléviseur tout à l'heure, eh bien, votre cerveau, compte tenu de votre hérédité, votre éducation de l'enfance, vos choix professionnels, etc., ne va retenir de cette information ce qu'il a envie de retenir. Et la conscience, votre esprit va se constituer au fil des années par ce qu'on appelle un champ de cohérence quantique. Donc ces particules d'information, on va dire. Alors ces particules, bon, je ne veux pas épiloguer, je ne voudrais pas être complexe, mais qui sont infiniment plus petites que l'atome, et bien ces petites particules sont des milliards, elles s'associent, elles se construisent autour du cerveau qui aura, comme tout à l'heure, l'émission de télévision vous est apparue en couleur avec le son, et bien là, ces particules qui ne signifient rien a priori vont avoir un signifiant pour votre cerveau qui va mettre ça en forme, qui va pouvoir vous créer vos pensées, vos souvenirs, etc. Et le magnétophone ou le lecteur, le graveur de DVD que vous branchez sur votre téléviseur parce que vous ne voulez pas louper vos feux de l'amour si vous êtes occupé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est notre magnéto. C'est notre magnéto qui retient tout. Heureusement que nous ne redistribuons que ce qui nous intéresse, mais depuis même la vie intra-utéro, il retient tout. Voilà. Alors, j'explique déjà que la conscience est non locale et que ceux qui prétendent que c'est le cerveau qui crée la pensée ont tout faux. Et de plus en plus, hein, moi je dis ça depuis plus de 10 ans hein, quand même, hein, à travers mes théories en physique concernant les phénomènes de psy, mais maintenant des gens comme Penrose, des grands, hein, disent non, la conscience est non locale. Donc le cerveau au fond,
serait un merveilleux instrument qui permet de cohabiter, enfin de recevoir de l'information qui l'intéresse, compte tenu de notre personnalité, compte tenu de notre hérédité, compte tenu de plein de choses. Alors je me suis expliqué, un peu simplement, et je m'excuse auprès des auditeurs si ça peut paraître un petit peu abstrait, métaphysique, mais sur mon site, je vais mettre, parce qu'il n'est pas à jour, j'étais en train de le mettre à jour, je vais le mettre à jour aujourd'hui, les grands jours. Et là, on a les conférences, les dates des conférences que je donne, et dans toutes les villes de France. Et s'ils veulent bien venir, c'est dans le cas d'association, encore une fois, je donne ces conférences bénévolement. Oui. Mais, bénévolement. Et là, vous aurez vraiment une information sur cette non-conscience qui est vraiment compréhensible par tous. Par tous. Mais il faut partir du postulat qu'il existe une survivance. Déjà, à la base. Eh bien, écoutez, moi j'ai pris le problème inverse. Je me suis dit, mais au fond, oui, je ne sais pas si c'est une survivance, j'en sais rien. Mais je me suis dit, écoute Jean-Pierre, est-ce qu'à la faveur de nos connaissances actuelles, est-ce que nous pourrions, au fond, spéculer sur une conscience qui est déjà pas de même nature que notre corps bio-organique? C'est-à-dire qu'il y ait une vraie dissociation. Déjà, ça, c'est le premier pas. Quand on a fait le premier pas, déjà l'autre pas, il n'est pas éloigné. Parce que, à la mort de l'individu, comme le téléviseur qu'on a cassé, sauf que le téléviseur, c'est un peu disparate, mais là, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est notre conscience. Donc, cet agrégat, au lieu que ça soit des ondes hertziennes qui se baladent et puis que le téléviseur capte, là, ça va être un peu particulier. Mais j'ai trouvé que cet exemple, pour l'instant, à proposer, cette comparaison. Donc, cet agrégat de conscience qui est constitué de particules qui, elles, n'ont rien à faire à rester, elles ne sont pas de la nature, c'est des particules chargées d'informations, qui forment notre conscience. Elles vont tout naturellement ne plus avoir ce support qui est notre corps, notre cerveau. Je vous suis. Et elles vont se balader où? Alors ça, c'est pas à nous de dire, elles vont en haut, elles vont en bas, il y a un paradis, il y a un enfer, ou il y a le 7e étage du machin du truc. On n'en chiffre rien. Mais ce qui paraît logique, ce serait de considérer que ces cerveaux, ces consciences disparues, vont dans le réservoir des consciences disparues, comme disait Jung, enfin dans cet inconscient collectif, ou vont, diraient nos amis orientaux, dans l'akasha, dans les annales akashiques. Et voilà, donc ces consciences, comme elles nous ont appartenu, elles sont contactables. Pourquoi? Alors, je vais vous dire pourquoi elles sont contactables. Et là, je suis désolé, ce serait tellement plus facile si nous avions le diaporama à porter, mais je vais essayer. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre si je suis un peu... Allez-y, je vous suis. Un peu confus. De notre vivant, cette conscience, on l'a vu, on l'a construit à travers nos choix amoureux, nos choix professionnels, nos lectures, nos passions, l'anniversaire de la tante Berthe, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a un gros héritage derrière. Enfin bref, tout ce qui fait que l'hippocampe se charge et puis notre conscience se charge de plein de choses. Ok. Mais y compris dans les êtres qu'on aime, y compris dans la famille, y compris dans un collègue de bureau, dans un collègue d'un centre de recherche, la conscience de l'un que nous avons dans notre entourage est construite aussi à partir de celle de l'autre, peu ou prou selon l'intensité de nos relations. Et on peut comprendre, puisque l'information qu'on reçoit, c'est pas seulement, vous voyez, je veux dire, le téléviseur, il ne faut pas que fait de l'amour. Il reçoit Canal+, Canal Satellite, et tout ce qu'on veut. Reçoit tout, après, mais là, en l'occurrence, et nous, on a choisi. Nous aussi, on a choisi notre conscience, on l'a construite à la faveur aussi des gens qu'on aime, de notre enfant, de notre épouse. Donc une partie de sa conscience à elle est constituée par des particules de notre conscience et réciproquement. Il y a une espèce, ça s'entremêle par endroits. Il y a des passerelles, évidemment. Là, je vous suis. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Alors, je vais vous dire, on peut me suivre d'autant plus que ces particules sont indissociables. C'est-à-dire que le cerveau aurait cette capacité à faire ce que je faisais allusion tout à l'heure, ce qu'a fait Orsay, Aspect, il va associer les particules. Il va les corréler de façon indélébile, quelle que soit la distance dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, les consciences, elles,
ont une potentialité de reliance. Elles sont reliées. Elles sont reliées. Alors peu ou prou, hein, pas forcément beaucoup, mais elles sont reliées. Et c'est pour ça qu'on voit certains médiums qui travaillent avec des photos, parce qu'une photo laisse une trace légère de ces particules de conscience, qu'on appelle particules de psychomatière. Elle laisse une trace. Et vous rejoignez en cela la théorie d'Emmanuel Ransford à ce moment-là. Bah oui, nous partageons complètement. Moi, j'appelle pas ça la psychomatière, j'appelle ça donc des particules psytroniques. Mais bon, on s'en fout de la domination. Et c'est ce qui nous a réunis avec Emmanuel. Hein. D'accord. Alors moi, que le comodulation et tout ça, c'est pas grave, mais on a le même courant de pensée. Je suis pas théorie. D'ailleurs, il a exposé sa théorie dans mon encyclopédie du paranormal. Moi, j'ai exposé la mienne à travers la théorie de l'information pulsée pour expliquer les phénomènes. Mais lui, j'adore Emmanuel et vraiment, pas parce que nous sommes mais il a une théorie qui me plaît bien, effectivement, et qui correspond tout à fait. Alors donc la conscience est non locale, on est d'accord, mais moi je vais au-delà, c'est-à-dire que je dis simplement qu'une conscience disparue est reliée avec les consciences qui sont ici-bas. Et que vraisemblablement les consciences disparues ne sont pas très éloignées, elles ne sont pas des millions de kilomètres, mais elles seraient vraisemblablement dans le flot des particules qui nous environnent, puisque nous avons pris ces particules où nous avons construit notre conscience où ici, dans ce système d'être incarné. Donc vous voyez, quand on est désincarné, d'accord, le support physique n'est plus là, mais la conscience, elle est quelque part encore ici. Je pense, ça c'est une spéculation tout à fait gratuite, si je puis dire. Mais rien ne nous fait dire que la conscience soit à des kilomètres, des millions de kilomètres, ou au fin fond de l'univers. Voilà. Et donc, comme ces consciences sont corrélées en partie, des fois en partie même intime, une maman et son fils, c'est clair qu'il y a un corrélat de particules qui est énorme, et qui fait que normalement, c'est la personne qui est en souffrance du deuil, normalement, qui devrait être la première à pouvoir contacter le cher disparu. Ça devrait être la première. Et elle ne peut pas, pourquoi? Parce qu'elle est trop impliquée. Attention, quand vous dites contacter, c'est-à-dire pouvoir prendre conscience qu'elle peut entrer en contact avec ces particules de conscience qui sont restées. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Donc on n'est plus dans le rentrer en contact avec une entité, j'emploie ce terme volontairement, structurée, pensante, agissante et autonome. Là on parle de particules restées en quelque sorte en suspension, une espèce de banque de données. Mais ces particules, c'est la conscience du disparu, c'est-à-dire que les particules donc elle est capable d'autonomie et d'action. Mais pas d'action physique, c'est-à-dire que on est d'accord. On peut en parler, mais ça serait trop long, ça déborderait un petit peu du cadre de l'émission. Mais je veux dire d'action, c'est-à-dire de pensée ou de réflexion ou de communication. Ah ben tout à fait, de communication avec des fois des conseils qui sont donnés par et justement l'athésie, un des aspects. Alors pourquoi l'athésie? Je vais revenir très très brièvement sur l'athésie. Pourquoi j'étais suspect? Je dis l'athésie, etc. Là je viens de recevoir un nouveau logiciel de traitement de son, très sophistiqué, mais l'athésie fait que quoi? Pourquoi ces voix sont tout à fait à prendre en compte? Parce que la fréquence, moi j'ai discuté avec des ingénieurs du son, j'ai discuté avec des gens quand même de qualité, pour qui le traitement de son c'est quotidien. Eh bien, ils disent, mais non, la fréquence n'est pas la même que les voix d'ici. Pour moi, c'est une preuve supplémentaire. Donc c'est difficile pour les consciences disparues de pouvoir utiliser les moyens physiques parce qu'elles n'ont pas à mon sens, elles n'ont pas de moyens physiques. Elles n'ont plus de possibilité de s'exprimer sur le plan physique. Alors, par le truchement de moyens physiques sensibles comme le magnéto, de moyens comme l'écriture automatique, où c'est la personne elle-même qui va écrire sous la dictée donc de l'esprit disparu. Les artistes inspirés comme Kasparetto, comme des artistes comme cela, ou comme un Matthew Manning que je connais, il est encore vivant bien sûr, que je connais, qui adolescent reproduisait des gravures de Dürer. Alors on va dire Dürer, peut-être qu'il avait vu un livre de Dürer. Non, il y avait certaines gravures de Dürer qui étaient enfermées à la bibliothèque royale d'Angleterre, qui n'ont jamais été portées à la connaissance du public. Et les observateurs de Matthew Manning ont demandé effectivement l'autorisation et ils ont eu la confirmation que ces gravures de Dürer, c'était les mêmes qu'avait dessiné l'adolescent sur sa chambre d'adolescent, au grand désespoir de son papa et de sa maman qui voyaient la chambre avec des signatures historiques, avec des choses complètement folles. Donc c'est bien là la signature, entre autres,
qu'il existe d'abord une non-localité de la conscience, et on s'en aperçoit dans les voyages hors du corps, qui ont été prouvés en laboratoire, les out the body experiment, qui ont été prouvés en laboratoire, dans les NDE ou les gens, dans les expériences de mort imminente, on voit les gens qui observent le bloc opératoire et puis qui passent. Alors moi, je vous l'ai dit, hein, j'étais 18 ans quand même en carrière médico-hospitalière hein, pour mettre des molécules en expérimentation, donc et dirigeant de labo. Mais avant, j'étais donc expérimentateur. Enfin, voilà, collaborateur. Donc en chirurgie, une fois j'avais un produit de chir et le chef de service un coup me dit, parce qu'il y a un tout à fait cordiaux qui s'établissent bien sûr, si on a travaillé à observer plusieurs mois le comportement des molécules, il me dit, mais écoutez Jean-Pierre, écoutez, alors là vous allez sourire, et puis moi je souris parce que je vais à la salle de réveil et je vois ma patiente qui me dit, ah docteur, je vous ai vu m'opérer, tout ça, etc. Alors je souris parce que de temps en temps j'ai eu ce genre de réflexion. Ah bon, opéré de ça. Ah oui, dis donc, mais vous n'êtes pas accroché un petit peu avec une femme là, des infirmières hein, qui sont chargées du bloc, hein, qui sont spécialisées dans le passage des instruments et tout. Hein. Alors effectivement, il s'était accroché avec l'infirmière un peu parce que ça allait pas si vite pour passer un clams ou je sais quoi. Enfin bref. Et alors, et puis alors, je suis passé sous la table d'opération. J'ai vu une grande plaque grise là avec des chiffres et puis c'était anglais. Je connais pas bien l'anglais, mais pourquoi? Elle a fait la réflexion, elle dit pourquoi vous achetez pas français vos tables d'opération? Oh, les chirurgiens étaient soufflés. Voilà, elle était interpellée. Est-ce que, question plus personnelle, vous avez eu est-ce que c'est à la suite de la perte d'un ami, d'un être cher, ou est-ce que vous l'avez expérimenté, qui vous a donné envie d'aller sur ce chemin? Non, ça a été les premières observations que j'ai faites. Non, heureusement, à Dieu ne plaise, dans mon parcours, si j'ai eu des amis qui sont morts récemment, et je pense, je rentrerai, j'étais très ouvert, je rentre à 43 ans, à 48 heures, et non, j'espère, oui, entrer en contact, parce qu'il était très ouvert, hein. Mais là, c'est pareil, il faut que j'essaie d'écarter l'aspect trop affectif, parce que ce qui fait que les personnes qui sont dans le deuil, qui ont ils ont une partie de la conscience de la disparue, vous avez compris, hein. Oui, tout à fait. Il y a un feedback de construction, qui se fait. Donc ça doit être les premières. Souvent ils font appel donc à la TCI, ils font appel à des médiums, ils font appel donc à d'autres personnes. Et puis il y a des personnes qui d'emblée ont cette grâce, si je puis dire, de pouvoir avoir le non impliqué. Attends, ce qui ne veut pas dire grand-chose quand on est dans un deuil qui vous fait souffrir, mais arriver à se mettre en pseudo-détachement, en ouverture, sans attente formelle de signes, par exemple, parce qu'ils arrivent à nous faire des signes, nos chers disparus, et là font des contacts extraordinaires. Et il y a même des reconstructions ex nihilo physiques, c'est-à-dire que la personne peut voir le disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe? À notre sens, la conclusion que nous en tirons, c'est pas la conscience du disparu qui tout d'un coup se transforme là, c'est la conscience du disparu qui, par le truchement de la conscience de l'être qu'il a, bien vivant, peut arriver à faire créer une psychocinèse chez la personne qui est en souffrance du deuil. Lui projetant une image c'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui va projeter l'image du défunt. C'est-à-dire qu'elle va rassembler des photons, quelques électrons, etc. Elle va créer une image assez diffuse, mais des fois une image qui ressemble tout à fait. Ou susciter des odeurs, des arômes de la personne disparue. Alors, évidemment, ça mériterait un développement plus important, parce que maintenant, depuis 10 ans, je travaille sur ce sujet. Il y a des choses qui sont absolument bouleversantes. Mais là, on essaie de faire un petit panorama, et je vous en remercie, un petit peu de ce que, à travers le film qui paraît, qui va agir sur la Monsieur Jean-Pierre Girard, l'homme qui agit sur la matière. L'homme qui agit sur la matière, oui. Voilà. Et je vais le mettre en ligne dans les jours qui viennent, peut-être ce soir ou demain. Voilà. Jean-Pierre Girard, dernière question. On l'a compris, votre regard sur la recherche scientifique dans le domaine du paranormal est intéressant, puisque vous-même vous y avez participé de manière très active en tant que sujet. Vous êtes volontiers prêté à toute une série
je dirais même, non pas de vexation, mais presque d'humiliation, les fouilles corporelles, les regards inquisiteurs, les sourires moqueurs, les trucs en coin, etc. Enfin bref, donc vous avez donné de votre personne. Que pensez-vous de l'état de la recherche actuellement en France? Et ensuite, suivant votre réponse, qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, comme action, comme déclencheur, pour que la situation s'améliore? D'abord, l'état de la recherche en France. Alors avant, tant pis, je viole un petit peu, si je puis dire, la sympathique interview que vous me consacrez, en faisant quand même une allusion sérieuse à ma collaboration 11 ans comme agent de renseignement. Parce que c'est quand même la preuve qu'au niveau militaire, au niveau politique, il y a belle lurette qu'on a compris que la réalité des phénomènes paranormaux ne faisait aucun doute. Ouais. Voilà, je vais essayer de faire cette petite intervention. C'est en partie votre réponse, c'est-à-dire que les recherches actives ont été dans les laboratoires russes et dans les laboratoires ensuite américains, puisque les Russes ont précédé les Américains. Oui, avec le rapport Stargate, avec tout un tas de choses. Voilà, comme ça, alors l'opération Stargate m'a permis de de publier un livre en 1996, qui est introuvable même sur le net et tout, etc., que je vais republier, mais avec d'autres missions de renseignement que j'ai remplies, pour lesquelles j'ai le droit de parler maintenant, chez mon ami Jean-Michel Grandcir, les éditions GMG Éditions. Je suis très content de publier chez notre ami Jean-Michel, parce que véritablement, il publie des ouvrages qui sont remarquables et courageux. Et donc, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. D'après vous, mais alors, comment ai-je pu me trouver quand même? Je peux pas faire l'économie de parler de cette expérience qui, pour moi, était marquante, et même très marquante, puisque 2 fois j'ai failli laisser ma vie quand même, et d'agent de renseignement. Je suis invité à Mexico City par le président, surtout la présidente Lopez Portillo, au cours d'un congrès sur les phénomènes paranormaux. Parfait, tout le monde se passe bien, beau parterre de scientifiques, au Maria Isabel Sheraton de Mexico. Et puis, des jours très denses, Mexico, on le sait en novembre, tout ça, c'est une ville qui est étouffante, qui est polluée à souhait. Enfin, je vais prendre l'air, je sors de l'hôtel, c'était le soir, et je m'éloigne un petit peu des motards avec leur Harley Davidson, un petit peu de la garde rapprochée, disons, de l'hôtel. Je marchais nonchalamment, et là, une grosse Lincoln Continental, bien à ma hauteur, une vitre se baisse, on dit Jean-Pierre Girard, oui, Jean-Pierre, oui, parce que je réponds instinctivement, vous savez, ces gros bédous, ça fait pas tellement de bruit, c'est arrivé pratiquement en silence. 3 portes s'ouvrent et alors 3 gaillards sortent, un peu costume genre, vous savez, mormon ou machin, enfin très très sobre, qui font de la prospection ou témoins de Jéhovah, j'en sais rien, mais très très, ils me prennent par l'épaule, mais sans violence, mais enfin avec une fermeté. Et je suis assis sur la banquette arrière et on me met une cagoule sur la tête. Je vais vous dire que c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Alors j'ai pensé qu'il y avait peut-être un personnage de l'État mexicain qui devait être tout soigné ou quelque chose et qu'on voulait une discrétion d'usage, enfin et tout. M'enlever pour ma fortune à l'époque, j'en avais plus. Pas grand-chose qui motivait cela. Donc alors là je suis très mal quand même, je suis très mal. Et puis je sens bien, comme on dit dans le langage, qu'on me balade, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs fois le tour, demi-tour, machin. Bref. Et puis je vais faire vite. Donc on m'amène dans une résidence qui est vraisemblablement dans le quartier San Angel de Mexico, que c'est que des petits palais qu'il y a là. Donc je suis introduit dans un hôtel particulier et je monte à l'étage et je suis là reçu par un personnage qui parlait bien français et qui avait un accent évidemment anglo-saxon et j'ai compris que c'était donc des Américains. C'était l'oncle Sam qui m'invitait. Et là, il me dit, ben voilà, excusez-nous de cette intervention, de cette façon, etc. Mais on voulait que ce soit discret, etc. Bon. Et il me dit, ça fait 2 ans qu'on vous suit, mais qu'on vous suit. Il m'a donné des détails de ma vie privée, j'en ai presque rougi. Et il m'a parlé de Volkovski.
J'ai compris après. Il m'a parlé des premiers travaux avec Volkovsky. Donc, ça, la CIA, c'était peut-être pas... Alors, il m'a pas tendu un carton de visite en disant « Nous sommes de la CIA, bonjour, il fait beau. » Pas du tout, hein, ça se passait tard dans la nuit, hein, il était 11h du soir. Et il m'a dit « Bon, écoutez, voilà, quand on a vu, on pensait que vous étiez un illusionniste, rien de plus, puis on a vu que vous travailliez dans les laboratoires publics. » Ah oui, j'ai fait la plupart des expériences dans les laboratoires d'État. Dans les laboratoires d'État, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Alors, et puis surtout, on a étudié votre curriculum vitae. Vous avez été quand même quelques années dans l'armement. Ouais. Dans l'armement, hein, voilà. Et puis surtout, qu'est-ce que vous fichez en Russie? Parce que vous alliez régulièrement en Russie. Voilà aussi pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation. Alors j'explique, c'est simple. Incroyable, j'aurais pu ne jamais en parler si l'opération Stergate n'avait jamais été publiée, évidemment. Lors de congrès internationaux auxquels j'étais invité de physique avancée, il y avait des gens de l'Est qui étaient présents. Il y avait des savants de l'Est. Donc j'exprimais mes théories en physique, mais je pense pas que ce soit vraiment pour ça qu'on m'invitait en Russie, Mais surtout, je faisais des phénomènes devant ce parterre. À chaque fois, c'était un petit peu la distraction de ces sessions. Et puis un jour, j'ai une invitation par l'Académie des sciences du RSS, par le professeur Deyamkin, professeur de physique théorique. Alors évidemment, j'avais toute liberté, puisque je vous l'ai dit, comme dirigeant de laboratoire, j'avais quand même pas mal de latitude. Donc je me suis rendu pour partager au fond des expériences, partager des points de vue sur la parapsychologie, la psychotronique. Ça m'a permis de savoir aussi peut-être l'avancement des recherches que nous avions nous-mêmes dans notre bloc, mais pas tellement. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu une naïveté pour me recevoir qui a été de la part des soviétiques à l'époque, qui est complètement folle, que les Américains n'ont pas compris, parce qu'eux avaient étudié mon curriculum vitae. Mais apparemment, les Russes n'avaient pas fait. Ils seraient aperçus que j'étais officier d'armement. Alors, je suis désolé, quand même, l'armement. Les laboratoires de parapsychologie en Union soviétique étaient tous au cœur de la recherche militaire. Oui, d'accord. Alors, on comprend, j'ai fait des expériences dans cet hôtel particulier, notamment j'ai grillé la connectique d'un missile de croisière américain, les cruise missiles, qui quand même comporte des charges atomiques, hein, faut le savoir quand même. Donc c'était pour voir si d'une manière paranormale on pouvait influer sur un missile, par exemple, exactement. entre autres applications militaires. On l'a prouvé, et ensuite je l'ai fait sur des drones, hein, qui sont des missiles, d'observation. Voilà. Donc, mais revenons à ces Américains. Donc, ils avaient tout sur vous. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire en résumant, si je puis me permettre ils m'ont fait faire qu'ils ont compris que j'allais en Russie régulièrement. Ça, c'est un détail important. Parce que moi, j'étais un rapporté de l'opération Stergate. Mais j'étais sur place. Alors, ils m'ont fait faire des missions test en France, évidemment, où j'ai découvert ce qu'ils connaissaient déjà, avec une photo satellite. J'ai localisé le lieu, c'est Semipalatinsk, et j'ai localisé qu'il y avait des travaux souterrains qui étaient faits. En fait, on m'a expliqué que c'était un centre d'essai souterrain nucléaire. Bon, moi, j'ai fait quelques tests de passage comme ça quand je suis retourné en France. Mais ce que j'ai fait au Mexique les a convaincus suffisamment, vraiment, pour me dire, écoutez, on vous demanderait de collaborer avec nous. Vous employez après par la suite, oui. Voilà. Mais j'ai quand même eu $25 000 dans une boîte morte qu'on appelle dans notre jargon, qui m'attendait en France quand même. Hein. Sympa. Vous avez une rémunération. Gentil. 25 000 $. Hein. Gentil. Jean-Pierre Girard. C'est sympa, hein, pour 1h30 d'expérience. Vous êtes cher de l'heure, monsieur. Oui, mais après, j'ai été grassement payé, je peux vous dire. Hein. J'ai ramené des renseignements que vous lirez dans le prochain ouvrage. Mais on en parle quand même un petit peu. Non, on n'en parle pas dans le film, si, je crois. Non, très peu. Très peu. On en parle, mais il y a un passage, mais on rentre pas trop dans le détail. Non, pas dans le détail. Mais j'ai ramené des renseignements, par exemple, sur des produits de protection nucléaire extraordinaires, sur le plan stratégique, en mettant la formule, hein. Dans le livre que je vais rééditer, je mets la formule, hein. Voilà, mais c'est un thiosulfate, enfin bref, je passe pour les amis auditeurs. Et puis, c'est ce qu'on appelle les facteurs de réduction de dose, quoi. Alors, à Kiev, quand la centrale nucléaire de Tchernobyl a pété, comme on dit,
ces fameux comprimés qui auraient pu sauver la vie de personnes, hein, puisque ça allonge le temps d'exposition nucléaire, il n'y en a pas un comprimé qui a été distribué. Et puis à l'hôpital de Kiev, vous avez toutes ces petites gorges d'enfants et tout ça qui sont tranchées. Oui, Jean-Pierre Girard, revenons à nos moutons, je vous prie. Oui, vous avez raison. La situation de la recherche en France, donc vous dites, il y a un paradoxe, puisque les services secrets, toujours selon vous, les services secrets et l'armée s'intéressent fortement à ces recherches, et dans le milieu officiel, la science dite officielle, ils ne s'y intéressent pas, sauf vous qui avez eu la chance de pouvoir travailler au sein de laboratoires d'État avec des scientifiques reconnus, et y compris avec des scientifiques de très haut talent. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, de manière visible, médiatique, de manière officielle, il y ait des thèses, par exemple, consacrées à la parapsychologie, qu'il y ait des UV, des unités de valeur dans les universités, des cursus universitaires consacrés à l'étude de ces phénomènes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, je crois, je sais pas, je désespère parce que je suis un homme fondamentalement optimiste. Je pense que la situation sera longue avant d'être débloquée, sera très longue. Il y aura comme ça, de façon épisodique, de façon erratique, on aura des groupes comme ça qui s'intéressent avec quelques physiciens, mais quelques physiciens, quelques scientifiques qui n'ont plus rien à perdre. Oui, je suis d'accord. C'est quand Rémi Chauvin, du mot Duval, le professeur s'est appelé vraiment, il a signé Rémi Chauvin, c'était un mandarin, il n'avait plus rien à perdre en recherche. Oui. Il ne risquait plus rien. Le professeur Crussat, quand il a publié, il n'avait plus rien à perdre, il était au summum de sa carrière. Vous comprenez, l'Académie des sciences, pareil, le président, il n'avait plus rien à perdre. Et le problème, c'est que le monde scientifique est un peu comme un monde de stars. Hein. Vous savez, pour les promotions, pour tout ça, il faut rentrer dans des écoles, il faut rentrer dans une... Moi, je suis pas très optimiste et je le suis quand même. Pourquoi ? Parce que moi, je pense, quand je croise... on a parlé des stages tout à l'heure, mais des fois dans des conférences, vous avez des gens maintenant qui viennent, des jeunes physiciens, des gens comme ça qui... Moi, j'ai des emails des fois étonnants, hein, de gens, pas seulement en France, mais des gens qui s'intéressent, qui disent, sur mon site, il y a une grosse partie des travaux qui est notée quand même. Alors, les gens sont interpellés, allez sur mon site, girard.fr. On peut pas, www devant si vous voulez, mais maintenant, si vous cliquez girard.fr, il n'y a pas de souci. Donc, vous voulez dire que la jeune génération va apporter du changement ? La jeune génération de chercheurs ? Je veux y croire, parce que vous savez, les jeunes générations, pourquoi même, ça va dans l'adolescence, ça va dans les jeunes qui regardent des séries américaines ou des séries maintenant. Dolmen a eu beaucoup de succès, par exemple sur TF1. Oui. Bon, déjà, alors c'est vrai qu'il faut quand même mesurer les choses, mais disons que le mot psychokinèse, par exemple, est dans le langage pratiquement courant maintenant. Oui, on connaît, on sait ce que ça veut dire. Il n'était pas avant. Vous avez des termes comme ça, donc ça s'imprègne dans les esprits. Donc les censures se lèvent progressivement, il y a une ouverture. Et moi, j'ai le bonheur des fois à des conférences de voir des gens de très bon niveau, et là il se passe un échange que j'essaie de limiter parce que les autres personnes puissent au moins, mais ensuite nous avons un entretien individuel, personne à personne, et qui est très riche. Donc, et les stages que je fais, je sais qu'on pourrait dire c'est une goutte d'eau comme ça, là. Une goutte d'eau. Oui, d'accord. Mais Girard, c'était pas une goutte d'eau, fin 74. Oui, c'était une goutte d'eau. Mais Girard, il est connu dans le monde entier dans ce domaine. Donc, faut pas désespérer non plus. Alors, moi, mais ça prendra des années. Oui, mais vous savez, je crois beaucoup aux progressions exponentielles, dans certains cas. Ou logarithmique. Et je pense que, vous voyez, ces stages, bon, j'en fais pas beaucoup, c'est pas que je suis avare de stages, mais pour notre association, c'est important quand même, parce que dans ces stages, si vous voulez, on apporte, on sait que on apporte une connaissance, on partage, et maintenant que nous faisons ces stages surtout et beaucoup sur la notion d'auto-guérison, je peux dire c'est un bonheur extraordinaire, extraordinaire. Jean-Pierre Girard. Il est l'heure, malheureusement. J'avoue que j'ai passé un excellent week-end en votre compagnie, vraiment.
Eh bien, écoutez, Louis, je suis ravi. C'est la deuxième fois, je crois, que j'ai l'occasion d'être interviewé par vous. Une fois avec notre ami, c'est pas vous, Bertrand Meus, je crois. Oui, nous avions oui, fait oui. un petit duo tout à sympathique. Tout à fait. Ouais. Voilà. Mais là, cette fois-ci, mon nombril est moins satisfait puisqu'on n'a parlé que de moi. Vous comprenez? Là, évidemment, je ne m'en lasse pas. Dernière précision, quand va sortir ce documentaire? Le documentaire, je l'ai à disposition. C'est-à-dire que demain, un auditeur me commande le DVD, je vais le mettre sur ma page d'accueil. Et il vraiment, pourra se le procurer. Voilà, et on peut se procurer. Alors, très bien. Je dis le prix parce que oui, bien sûr. Votre secret, on peut parler du prix, avec le porc qui coûte la peau des fesses, m'excuse du terme, parce que c'est sous emballage spécial et tout, 30 €, porc compris. Voilà. Très bien. Mais, donc, sur votre site, girard.fr, voilà. Avec un D, girard.fr. Et je puis vous dire que les éléments qui sont à l'intérieur sont vraiment très convaincants, parce que ça va là de Jean-Pierre Girard. J'ai fait d'ailleurs des expériences, là, 2008, quand le film s'est déroulé, de psychocinèse, et puis d'expériences sympathiques sous une pyramide, qu'on s'est tourné, etc. Mais on voit surtout les témoignages de scientifiques. Et pour moi, c'est important. Alors, je parle de mon parcours, c'est vrai. Je parle des phénomènes de l'au-delà, comme on l'a évoqué. Mais surtout, je vous dis, c'est un film pour les gens d'un doute raisonnable. Je dis bien qu'ils sont dans un doute raisonnable. Oui. Voilà. Eh bien, je pense que c'est propre à les faire basculer dans une conviction, là aussi, raisonnable. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pierre Girard. Et à une prochaine fois, dès que vous avez une actualité, vous êtes les bienvenus dans les aventuriers de l'étrange. Le livre qui sera assez détonnant, je peux vous le promettre, chez JMG Éditions, ça sera un livre assez détonnant. On en reparlera. À bientôt et bonne soirée. Merci à vous, Louis. Au revoir. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. C'est ainsi que se termine notre émission des aventuriers de l'étrange. Si vous pensez une capacité de psychocinèse, n'hésitez pas à m'appeler 0826 300 300 0826 300 300. Vous me laissez votre numéro de téléphone sur ma boîte vocale Les aventuriers de l'étrange. Rendez-vous la semaine prochaine, 22h, minuit, pour d'autres dossiers aussi passionnants. Nous parlerons de télépathie avec les animaux. Vous allez voir, avec Eric Pigani, il y a des choses très très intéressantes à découvrir dans ce domaine. Si vous voulez réécouter les émissions, direction le site psyland.org, psyland.org. Bonne semaine sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.